Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Manu. Salut Serge. Ça va bien ? Ouais, toi ? Bah oui, impeccable. Bienvenue pour un nouvel épisode de La Grange, épisode rétrospective. Là, c'est un petit format qu'on a commencé un petit peu à instaurer. On parle des films d'actualité, mais des fois, ça fait plaisir de parler d'un film d'époque qui a bercé notre enfance, adolescence, les films qu'on pourrait qualifier de doudou, en tout cas ceux qu'on a vus dans cette période tendre des années 90. Comme toi et moi, Manu, parce que nous, on est plutôt de cette période-là, de cette génération-là, plus que des années 80, même si on les apprécie aussi. Ah bah ouais, clairement, ça c'est en plein dans notre génération, là. Tous les films qu'on regardait en VHS de notre enfance. Et du coup, on avait commencé cette série avec... on avait fait La Momie, Le Pic de Dante. Et là, ce soir, on avait décidé de s'attaquer à un autre gros film catastrophique dans les rues new-yorkaises. Il s'agit du célébrissime Godzilla de Roland Emmerich. Godzilla, dis-moi ce que tu as vu, grand-père. Godzilla. J'aime bien comme il dit grand-père. Tu sais que c'est fou comme ça marque parce que de nouveau il y a des phrases dans ce film où je me souvenais de l'époque alors que je l'ai pas vu depuis 20 ans. Et la manière qu'il dit grand-père. Dis-moi ce que tu as vu, ouais. On parle de Jean Reno, bien sûr. Grand-père, quoi. Il l'appelle grand-père. Oui, parce que là, on parle de cette scène où Jean Reno, membre de la DGSE, les services secrets français, qui va aller enquêter en fait sur les mystérieuses créatures qui se baladeraient depuis le Pacifique. Une mystérieuse créature qui aurait été victime des retombées nucléaires, des essais nucléaires français. En gros, c'est d'ailleurs le seul truc qui relie Jean Reno à cette affaire de merde. Parce en fait, c'est pour ça. Tu sais que j'ai jamais capté pourquoi il y avait la DGSE là-dedans. Et c'est parce qu'en fait, donc Godzilla, ça parle du coup du personnage de Jean Reno et Matthew Broderick. L'un est membre des forces forces secrètes françaises. L'autre, c'est un scientifique qui étudie des vers de terre à Tchernobyl. Donc, c'est supposé être une sommité en fait de l'impact nucléaire sur les êtres vivants. Et du coup, il a été... on parle de Matthew Broderick. Matthew Broderick. Ah oui, il faut qu'on parle de Matthew Broderick. Non, mais une sommité Matthew Broderick. Matthew Broderick. C'est Broderick. Ça te fait rire le nom ? Mais non, mais lui, je trouve il est tellement pas sérieux ce gars que je peux pas le prendre au sérieux, quoi. Si vous l'avez déjà vu une fois dans Ferris Bueller, bien sûr... La folle aventure de Ferris... Non, c'est pas Ferris Bueller, si, c'est Ferris Bueller. Ferris Bueller, voilà, cette petite tête à claque. Et puis là, tu le vois maintenant en grand spécialiste du lombric dans ce grand film de catastrophe signé Roland Emmerich. Et du coup, ce personnage de Matthew Broderick va être emporté par les forces armées américaines pour aller faire des prélèvements sur une empreinte de pas quelque part dans les îles, je sais plus où, pour essayer de savoir, mais en fait, qui a fait cette empreinte de pas ? On va essayer de trouver quelle est l'origine de ce problème. Et puis, en gros, il s'avère qu'il y a une espèce de gros lézard qui se balade dans les océans et puis qui a réussi à trouver son petit nid à New York. Et alors là, va s'enchaîner toute une série de destructions massives de New York où Roland Emmerich va s'en donner à cœur joie de faire balader cette espèce de gros dinosaure dans les ruelles, à tout détruire sur son passage. Et j'ai bien résumé Godzilla parce que... Oui. De toute façon, je pense que tout le monde connaît Godzilla. Après, je sais pas par où on peut commencer, mais c'est vrai que premier remake américain. Ouais, c'est ça. Je crois de Godzilla, parce qu'on sait très bien que Godzilla c'est un kaiju. Un kaiju ega, donc c'est les monstres. Films de monstres japonais. Mm-hmm. Donc Godzilla, ça vient du Japon. C'est le premier en 1954. 54. Le premier Godzilla. Donc c'est vraiment le film qui a créé ce genre-là, quoi. Film de monstres suite justement à la peur du nucléaire. Extrêmement populaire au Japon, et les Américains se sont dit, mais tiens, pourquoi pas essayer de proposer ça et de l'ouvrir au public occidental. C'est ça. Et qui qu'on va choisir tard, et surtout, je pense, beaucoup après le succès de Jurassic Park, parce que c'est en 80... Attends, il date de quand celui-là ? 89, je crois ? 88 ? Oui, Jurassic... 98. Godzilla, c'est 98. 98, Jurassic Park, 93. 98, donc ouais, c'est... Voilà. Je pense qu'ils essayaient de surfer un peu sur le succès aussi de Jurassic Park. Hein. Bon, on va prendre peut-être un dinosaure, on va le faire en 3 fois plus grand, et puis pourquoi pas utiliser du coup l'image de Godzilla qui arrive à tout envahir, et puis on envoie l'armée à ses trousses pour essayer de le détruire, et rien n'y fait parce que il est presque indestructible, cette bestiole. Ouais,
en fait, bon, moi, ça faisait, comme je te disais, ça faisait 20 ans que je l'ai pas vu ce film. Et toi, t'es un fan de Kaiju Ega, hein. Ah ouais, moi j'adore Godzilla surtout. Ouais. Les autres, je connais moins parce que je me suis moins aventuré dans les nanars japonais. Mais rien que tous les Godzilla déjà, il y en a tellement eu au Japon. Ouais, c'est vrai, moi je suis moins Godzilla spécialiste. versus Mothra, et puis il y en a eu, je pense, une bonne vingtaine. Ça, Godzilla qui affronte les autres monstres, c'est des choses qu'on a déjà plus vues dans les autres remakes, les autres reboots américains. Plus récemment, là, il y a eu 2 films Godzilla ou 3 films Godzilla récemment, justement, où il affronte ces fameuses entités. Ouais, il y avait Godzilla 1 et 2, et puis après King Kong contre Godzilla. Oui. Et puis je crois récemment encore Godzilla versus Mothra. Non, pas Mothra, mais en tout cas il y en avait un où il y avait plein d'autres monstres avec. Et puis il y avait Pacific Rim, mine de rien, qui était un peu aussi dans ce style-là. Ah oui, un bon film de monstres kaiju, les kaiju contre les mecs, là, les énormes robots. Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu ils ont un peu détourné le style de Kaiju Ega pour rendre avec des robots, mais en fait finalement il y avait quand même plein de. Tu retrouves carrément plus de trucs empruntés à l'Asie que ce qu'a pu faire Emmerich dans celui-là. Alors justement, toi t'en as pensé. Déjà, ton souvenir que tu as eu déjà à l'époque, quand tu l'as vu la première fois, et puis là, quand tu l'as revu maintenant. Alors à l'époque, ça faisait partie de ces films que je regardais plein de fois. Voilà, on en avait, je sais pas, on avait 25 cassettes, 20 cassettes à la maison, et du coup, tu regardais les films plusieurs fois, tu vois, mais même, je pense, tu vois, une fois par semaine, limite. Dans les films, quand tu aimais un film, tu le regardais. Donc celui-là, ça fait partie des films que j'avais vu vraiment beaucoup, au point que, mais comme pratiquement tous ces films, en fait, je me rends compte à quel point à l'époque, c'était tellement marquant ces films que tu te souviens des répliques, tu pourrais pas les dire. Mais par exemple, il y a des trucs, je sais que j'ai redit plein de fois, et même peut-être que je dis encore aujourd'hui, en fait j'ai entendu dans un film, tu vois. On était pleinement dans l'âge à ressortir les répliques. C'est ça. Même les répliques des Guignols, à la limite, on te les ressortait dans la rue, dans la cour de récré, quoi. Ouais, exact. Les films, les grands films comme ça aussi, c'est clair. Des répliques complètement cons, mais pour bien ressortir, ça. C'est vrai qu'il y avait ce style de Godzilla, là, il y a ça aussi. C'est que t'as ce style un peu, ouais, je sais pas, il y a une touche humoristique dans les personnages, une touche de légèreté qui fait qu'en fait c'est fun. Et effectivement, voilà, il y a un peu plein de choses qui plaisent, qui peuvent plaire aux jeunes, quoi. Et en fait, il y a plein de spectacles. Donc moi j'adorais ce film. Et là je l'ai revu. Et écoute, j'ai encore adoré. C'est vrai. Alors pourtant, je sais qu'il a très mauvaise presse, et puis je me disais, quand j'y repensais, parce que j'ai vu les nouveaux Godzilla, et puis on citait toujours celui-là comme un mauvais exemple et tout. Et moi, je sais pas, c'est peut-être un plaisir coupable, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à voir ce film. Ouais. Il me fait bien marrer. Il y a des trucs, c'est n'importe quoi, mais en fait, c'est hyper... franchement, c'est un bon film du samedi soir avec des pop-corn et ah oui, ça se laisse très bien regarder. Moi, c'est hyper pareil, cool. Ça a fait ce même effet là. Et ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que moi, quand j'étais petit et que j'avais découvert Godzilla, c'était juste un énième film de catastrophe après avoir vu Independence Day et Armageddon. Alors tu venais de voir Armageddon en plein la gueule au cinéma, et puis après bim, l'année suivante ou je sais pas, l'année d'avant ou presque la même année, on allait te ressortir Godzilla. Rien que moi, je me souviens comme si c'était hier, la bande-annonce où le mec, la scène où le mec il va aller pêcher sous la pluie, siroter sa petite bière, et puis les mecs ils sautent de sa gueule en disant tout ce que t'espères de un petit vieillard, tu risques surtout d'attraper un rhume, c'est tout ce que tu risques d'attraper. Et là tu vois qu'il y a ce truc, les gars, on est fait rien, et là t'as cette espèce d'immense vague avec les deux petites ailerettes, les deux écailles là, qui ressortent et puis qui foncent, le truc qui fonce, écran noir avec le cri de Godzilla bientôt. Et moi, je savais pas. C'est vrai que moi à l'époque, je savais pas du tout que Godzilla avait déjà eu pas mal de films, que c'était super connu. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Godzilla. Et voilà, mais du coup, se dire, oh putain, un gros monstre, génial, voilà, ton plaisir d'enfant, c'est ça. Se dire, on va avoir un gros monstre, un dinosaure qui va tout détruire, c'est génial. Ouais. Et c'est même pas la réflexion de me dire que les fans de la première heure de ce genre de film qui ont vu cette bande-annonce, qui ont vu ce film, puis qui ont vu par exemple, qui ont dû hurler face au redesign de la créature, parce que ça c'est un truc, le film de Roland Emmerich, je te présente Godzilla avec un certain design complètement différent des classiques
qui sont sortis au Japon. Bah c'est ça qu'on lui a reproché au film, beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup ça. Le look toi, t'as eu des échos, t'as des échos. Non, mais je sais que c'était le truc, et je comprends parce qu'il est pas du tout. Il a rien à voir avec les originaux. Il a rien à voir avec l'original, et c'est plus un. Moi, c'est vraiment un gros lézard géant musclé. Il a un look de T-Rex, hein. Je pense qu'il a été influencé par le T-Rex de Jurassic Park. Ouais, un peu, mais il a vraiment ce truc de lézard, quoi, de varan. Bah voilà, parce que déjà, il a subi les radiations, donc il est. Mais il a aussi ce côté. Ce qui des fois est un peu bizarre, c'est ce côté musclé, quoi. Moi, je trouve. Il a un corps presque d'humain avec des muscles. Bah, ce qu'il y a, c'est que. Alors là, on est vraiment dans le design. Si on reparle du design, je vous le dis tout de suite, c'est pas la même design, parce que. Rien qu'au niveau verticalité, horizontalité de la bête, hein. Si vous regardez les classiques des films japonais, Godzilla, en gros, c'est un énorme dinosaure en forme de bouteille de Perrier avec un gros cul et une petite tête. C'est un tas de boue. C'est un tas de boue qui se déplace à la verticale en agitant les bras et puis des fois en crachant du feu ou son rayon. Bon, ça c'est clair que je pense bien qu'ils vont pas refaire ça, quoi. Bah, ils l'ont presque refait dans les derniers, hein. Ils ont repris le look original. Ouais. Alors que dans celui de Roland Emmerich, la créature à l'horizontale totale se déplace comme le tyrannosaure. D'ailleurs, il y a plein de scènes. La scène, on en reviendra sur la scène de course-poursuite en bagnole vers la fin du film. Où il y a plein de clins d'œil, de références à Jurassic Park. Il y a plein de références. Donc déjà, je pense que c'est pas un hasard, le redesign. Le mec, ils se sont dit, bon, on va pas aller chercher plus loin, on va prendre ce qui a été fait dans Jurassic Park, ça marchait bien, et puis voilà, on va l'adapter à Godzilla. Du coup, Godzilla, il se déplace, il a des petits bras, un peu des petits bras, alors pas comme le T-Rex, mais... Moi, je trouve quand même qu'il y a une différence. Hein. Ouais. Bien sûr, ça a dû influencer, mais je trouve qu'il a son look à part. D'ailleurs, il ressemble à aucun autre quand même. Ah, mais complètement original. Et le corps, vraiment, il a vraiment... Ouais, finalement, pourquoi pas, en fait. Au moins, il a essayé un truc, tu sais. Et ça m'a pas finalement dérangé, quoi, en fait. Quand je l'ai revu, là... Pourtant, Dieu sait que je me disais, quand le premier Godzilla des récents, là, des séries récentes, c'était quoi, 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais, le Gareth Edwards. Pour le premier, ouais. J'étais ravi qu'ils reprennent le look de l'ancien. Hein. J'étais en mode, ah ouais, viens, on n'entend plus parler de celui-ci. On efface complètement le Emmerich. De Roland Emmerich. On va faire plaisir aux fans. Voilà. Mais en fait, moi, je trouve que non, ça m'a pas dérangé. Et puis bon, après, alors voilà, faut peut-être expliquer pourquoi j'aime toujours bien ce film. Déjà, ce qui marque, enfin, je trouve, c'est l'image. Là, par exemple, au début, enfin, tout le film pratiquement, il y a énormément de teintes bleues, les tons. Alors déjà, c'est New York sous la pluie. Sous la pluie tout le temps. Tout le long. Donc ça, c'est hyper cool. Ils le disent même dans le film, hein. Il paraît qu'il va pleuvoir toute la semaine, donc pour bien enfoncer le clou. C'est ça, ils assument le fait que... Parce que je pense... Enfin, en fait, c'est plus simple de faire des effets spéciaux de nuit, parce qu'on voit moins les détails. Donc c'était une question budgétaire. Mais en fait... Parce que c'est vrai que c'est, à l'exception d'au début, c'est tout le temps dans la nuit aussi. Tout le temps la nuit, sous la pluie, c'est un peu brumeux, c'est... À mon avis, je pense que... dans Seven, quoi. Ouais, il y a un peu ça. Un peu moins crasseux, mais... Après, c'est pas crasseux, c'est vrai, mais par contre, et puis il y a ces ambiances bleutées, voilà, que maintenant on fait plus parce que les nuits elles sont plus bleues maintenant, dans le cinéma. Rien que la scène de la caméra qui panote vers New York, la ville qui ne dort jamais, puis t'as un éclair sur le World Trade Center avec toute cette brume bleue. Ah non, mais t'es à fond. T'es vraiment là-dedans et t'es là. Ouais, je sais pas comment comment on pourrait appeler ce genre de film, mais c'est vraiment un peu comme tous ces films en fait, hein, finalement d'époque, c'était dans les années 90, ils faisaient ça, quoi. Ça veut dire qu'ils allaient pas par quatre chemins, donc si t'avais un truc un peu impressionnant, tu vois, tu voulais... En fait, ils s'en foutaient du réalisme parfois, plein de fois même. T'avais t'as un plan de la ville de New York, tu veux l'embellir, donc tu vas faire un éclair, tu vois. Mais ça, ils savent le faire. Ils savent te vendre des environnements. Et pourtant, surtout d'un point de vue de Roland Emmerich, qui, on le rappelle, est allemand à la base. Donc alors oui, on peut peut-être parler il vient d'Europe, donc on pourrait dire c'est un américain, mais mine de rien, ça a peu son influence, comme tu peux le voir avec des Verhoeven ou des Emmerich, même si on va quand même pas mettre les deux au même niveau. Mais quand t'as des réalisateurs européens, parce que là c'est pas politique. Oh non, alors là c'est le mec méchant monstre. Là c'est plus dans la grosse blague débile. La grosse blague, l'humanicalisme. Alors ce qui est marrant, c'est que Roland Emmerich est un réalisateur européen
Mais c'est presque lui qui fait les films les plus américains possibles. C'est hallucinant. C'est lui qui a un peu créé ça, je pense, quand même. Parce qu'il faut dire que c'est aussi le réalisateur d'Independence Day. Oui. Et de Stargate. Donc, attends, Independence Day, c'est avant. Donc, je crois que c'est 2-3 ans avant. Et est-ce que avant ça, pour moi, il a quand même créé ce style de film catastrophe, de destruction, quoi, et de destruction de New York, parce que à chaque fois, c'est à New York les films qu'il fait. T'as Independence Day, t'as Godzilla, et puis après, t'as le jour d'après, un petit peu plus tard. Ouais. Donc, mais c'était à chaque fois la destruction de New York. Donc ça, c'est assez rigolo, et c'est une des raisons pourquoi j'adore le film. C'est qu'on voit beaucoup New York. Moi, j'ai appris ce que c'était le Madison Square Garden. Et c'est la vérité. Dans Godzilla, j'avais jamais entendu, je savais pas. Et voilà, maintenant, depuis ce film-là, je sais ce que c'est. Le mec, il disait putain, ils ont détruit le Madison Square Garden. Putain, ça me fait chier. Puis quand t'es là, mais t'as l'impression que c'était un truc super important, tu vois. Ils ont détruit Madison Square Garden. Et puis, moi, c'était pareil au cinéma. Je me dis, mais pourquoi ils s'excitent Je suis déçu. Et puis même, il parle de la Chrysler Building. C'est vrai que c'est rigolo la présentation, tu sais, ça on n'oserait plus maintenant. C'est la ville qui ne dort jamais. La ville qui ne dort jamais. Tu sais, en texte. C'est pas vrai. Ils ont détruit le Chrysler Building. Ils vont passer par Times Square et puis ils vont remonter par Brooklyn. Ouais, c'est ça. Ils donnent vraiment tous les. On te met les étiquettes. Mais à part ça, je suis d'accord avec toi. On s'y croirait en ville. Je sais pas si le côté pluie renforce aussi là, mais moi j'aime bien les films qui se passent quand il pleut. Ah ouais, il y a un truc. Bien sûr, ça renforce le réalisme aussi. Ouais. Je trouve. Il y a un côté un peu. Je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai il pleut pas tout le temps, mais il y a un truc un peu. Voilà, c'est un peu plus dur, tu vois. C'est moins idyllique que s'il fait beau et que t'es de jour, tu vois. Là, du coup, t'as un peu ce truc de. C'est dur, tu vois. Rien que de sortir. Et alors il pleut, mais alors des cordes. Hein. Là aussi, ça fait bizarre de revoir avec des gros éclairages bleus dans le fond. T'as de la pluie partout, tout le temps, torrentielle, quoi. Les gens, ils sont trempés tout le temps. Pour finir vraiment pour finir trempés, quoi. Mais bref. Et tu parlais de cette scène aussi. Pour moi, c'est des scènes en fait qui sont marquantes. Là, le début. Je pense que c'est aussi je sais plus si j'avais dit ou toi je t'avais dit, mais moi j'aime bien les films qui ont vraiment un début, tu sais, un début qui te comme n'importe quoi dans la vie, t'aimes bien avoir une sorte de petite introduction de choses qui te met dans l'ambiance, tu vois. Et là je trouve que Godzilla, ça a toujours marché sur moi. Le générique, il est en fait c'est en mode image d'archive avec des essais avec un compte à rebours des essais atomiques. Ouais, et donc où il y a un espèce de varan lézard qui observe, bim, la bombe explose, il l'observe, prend les radiations dans la gueule et finit sur les œufs, et après tu comprends que alors les œufs, est-ce qu'ils vont peut-être c'est ça, est-ce qu'ils vont peut-être le plan se finit sur les... mais tu sais, t'as un côté en fait c'est fou parce que t'as un côté iconique. Tu sais, il y a toujours des travelling avant sur. Là, typiquement, c'est sur les œufs. T'as toujours ce truc, ce souffle un peu finalement qui. Je sais pas si ça vient des années 80, je pense. Il y avait encore ça dans les années 90. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui est la différence, parce qu'on fait aussi ça, tu vois, des travelling avant et tout, mais je pense que dès les années ça marchait mieux. Dès les années 70, je pense, dans les films catastrophes, on te faisait des expositions un peu comme ça aussi. Hein. Ça permet aussi de. Là, pour le coup, c'est moins de. C'est un peu de poser le personnage, parce que, par exemple, Matthew Broderick, il est montré. C'est assez rigolo d'ailleurs. Il est à Tchernobyl, et puis il siffle Singing in the Rain, il entend à la radio, il chante. Et il est avec ses écouteurs dans un truc à Tchernobyl, donc voilà. Tout, ça, c'est du Emmerich pur et dur. Quand on disait que Emmerich il faisait les films, il était plus Roland Emmerich était plus américain que le hamburger. Mais c'est ça, ce mec, il est capable. En gros, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que tu vois ce mec et sa vision des États-Unis, et il va la mettre, sa vision peut-être de ce que l'Amérique te montre, donc très pimpant, très cliché, très commercial. Et du coup, lui, il va pas réfléchir 10 secondes, et il va les mettre là où Verhoeven va utiliser ça pour en faire une satire, le détourner, etc., comme il a pu le faire dans Robocop ou Starship Troopers. Mais Emmerich, non. Emmerich, si on devait comparer les deux, Emmerich, c'est celui qui n'a pas compris que c'est génial. Mais le gentil débile, le talentueux débile. Hein. Je vais les remettre. Faut le faire. Tu vois, c'est le mec, c'est limite son personnage principal, il va se bouffer un hamburger avec le t-shirt de la Statue de la Liberté, en plein avec le Times Square derrière. Mais exagère pas, parce que c'est presque des scènes comme ça qui pourraient se faire. Hein. Moi, je me suis posé la question, pourquoi le personnage de Jean Reno, déjà pourquoi Jean Reno de 1 Parce que les visiteurs.
Non mais en plus c'est un étranger, donc c'est bien montré que c'est un étranger, et il critique tout le temps les États-Unis dans le film. Ah putain. Ouais. Il critique au moins 8 fois le café. Je sais plus encore, mais il y a au moins 3-4 fois des trucs qu'il critique. Et il est toujours là à se foutre de la gueule des États-Unis, tu vois. Et je me suis dit, mais parce que c'est le seul étranger en fait. Donc je sais pas, j'ai fait une sorte de rapprochement avec Roland Emmerich, où je me suis dit, mais est-ce que c'est Roland Emmerich qui... Mais en fait, je pense même pas, parce que à mon avis, est-ce que c'est Roland Emmerich qui critiquerait ou qui juste se défoulerait sur les trucs qu'il aime pas des États-Unis? Mais en fait, c'est tellement je pense que c'est plus une démarche peut-être de studio aussi, qui se dit regardez, on a on a l'autodérision très très gentil, tu vois, on se rend compte pour essayer d'appâter. Non, mais un Américain, il ferait pas ça. Je sais pas pour quelle raison, hein. Je dis pas que c'est pour ça dénonce rien, mais je veux dire, c'est pas sérieux de toute façon, c'est une connerie. Mais je pense quand même que c'est un petit truc en mode, lui il a pensé ça, Roland Emmerich, tu vois. Il devait se dire, putain, ça c'est dégueulasse, comment il pense et tout, qu'est-ce qu'il fout. Et il a mis ça dans son film, tu vois. Mais c'est comme la scène où il bouffe du chewing-gum à un moment donné, quoi. Ouais. C'est pourquoi les chewing-gums? C'est pour avoir l'air plus américain. Voilà. Ça, no sir, I'm fine. Et puis il passe à un moment donné un barrage en bagnole et tout, et puis l'autre il demande où est-ce que vous allez, identité, tout ça. Donc c'est Jean Reno qui est au volant, et puis Jean Reno il lui fait no sir, I'm fine et tout. Et, Jean Reno qui se double lui-même en train de parler anglais. Putain, ça c'est tellement gênant. Au secours est gênant, et l'autre il te sort, où est-ce que t'as appris ça toi? Mais le mec, en fait, il parle anglais comme n'importe qui, toi et moi, pour sortir un mot anglais. De la merde, et l'autre, t'as l'impression que le mec, il t'a sorti du chinois, du Premier Empire, tu vois. Enfin, c'est ce niveau de découverte. Et l'autre, il est là. Non, il va pas te dire qu'il a étudié l'anglais à l'école, ou alors à sa formation d'agent secret, ce qui serait normal et logique de se dire, j'ai appris l'anglais, je suis international, qu'est-ce que tu crois? Non, Elvis Presley, mon gars. Alors attends. T'es un agent, t'es un agent secret international. Mais c'est vrai. Tu sillonnes, c'est génial. Tu sillonnes le monde entier. Donc, tu devrais à minimum avoir une formation des langues étrangères dans ta formation. Non, mais là, t'appliques du rationalisme au film. Non, mais celui qui m'a appris ça, c'est Elvis Presley, mon gars. C'est quand j'écoutais Elvis Presley. Mais justement, là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas... Je sais pas. Moi, des fois, je me posais la question si c'était pas un cliché... le cliché de l'américain, tu vois, le cliché de l'Amérique. Je pense que c'est comme ça que Roland Emmerich arrive à parler aux Américains. Non, mais moi, lui, il est caricatural. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Moi, j'ai l'impression que c'est premier degré. Moi, Roland Emmerich, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est premier degré à 100%. Je suis même pas sûr. Après, de toute façon, il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Je me rappelais plus. Pipi caca enfant, quoi. Tu vois. Ouais, mais en fait, là aussi, je trouve que c'est un humour plutôt bien placé, parce que ça entache pas. Parce que je me suis dit à un moment donné, moi, des trucs genre, pourtant je déteste pas, mais Gardiens de la Galaxie par exemple, où il s'agit de faire de l'humour tout le temps et de tout. Oui, mais parce que c'est l'humour, c'est l'humour style. Putain, qu'est-ce qu'on fout dans ce film, quoi. Alors que peut-être dans... disons que c'est un humour qui va à l'encontre des personnages et de la... Qui est un peu détaché, quoi. Ouais, c'est ça. Qui fait toujours tout de suite connivence avec le public, mais pas... Enfin, tu vas me dire, après, Roland Emmerich et Godzilla, pareil, quoi. Quand on te fait une blague sur le café, il est dégueulasse ton café, j'appelle ça l'Amérique. Oui, là, tu fais un clin d'œil, oui, mais c'est... Je sais pas, ouais... C'est plus non, c'est pas plus léger, mais pour moi je trouvais que c'était assez bien placé. Et puis après tu passes à autre chose, ça te sort pas du film, ça te sort pas de la dramatisation. C'est à quelques exceptions quand même, parce qu'il y en a des fois, il y a des punchlines, t'es là, laisse tomber. Tu vas pas commencer à dire, à parler de ça alors que t'as des mini raptors derrière toi là. Tu vas pas commencer à raconter ta vie comme ça et puis à faire une petite blague à ce moment-là, tu vois. Parce que la différence, c'est que les personnages dans Godzilla ne sont pas des comiques. Il leur arrive des choses et puis t'en sort un élément comique. Dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est des mecs, t'as l'impression qu'ils sont en stand-up tout le temps, hein. Queen, là, le personnage incarné par Chris Pratt, mais au secours, il est proactif. C'est vrai que c'est un peu plus. Il est proactif dans la blague. Ça veut dire que non, attends, j'attends pas qu'une situation m'arrive pour que ça fasse un truc drôle et tout. Non. Oui, mais regarde le caméraman dans le film. Alors c'est pas le personnage principal. Ouais, mais c'est pas il est tout le temps hyper cynique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis posé la question, pourquoi dans Les Gardiens de la Galaxie ça me sort du film, et pourquoi là ça me fait marrer, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas... Il y a pas... Je sais pas. J'ai l'impression que peut-être... où est la différence? Que peut-être
son attitude correspond. Peut te dire que dans Godzilla, le personnage du caméraman, comme n'importe quel personnage dans le film, t'as l'impression que ça fait corps avec sa caractérisation, quoi. T'as l'impression que tu l'attribues à un truc louable et réaliste et potentiellement juste d'un New-Yorkais, en plus. d'un gars de la ville, très, tu vois. Second degré et très cynique. C'est ça, quand tu caractérises un personnage, tu dis j'en fais un caméraman. Donc mon caméraman, c'est un gars, il travaille à la télé à New York, ça implique quoi? Alors il a vécu, c'est un Italien qui a vécu à New York depuis X années, donc qu'est-ce qui en ressort niveau caractéristique de ce personnage Et peut-être que dans les Marvel, moi j'ai pas l'impression qu'ils ont ce degré de profondeur des personnages, hein. C'est juste qu'il faut faire la blague parce qu'il faut faire la blague. Et ce qui en sort un côté assez dérangeant. Parce que, bon, le truc c'est que Gardien de la Galaxie, il y a que ça. Du coup, le film est systématiquement désamorcé par des punchlines de merde juste pour faire la blague. C'est clair que c'est plus comédie. Tu le prends plus à cœur. Tandis que là, dans Godzilla, il faut être sérieux quand il faut être sérieux. Oui. Là, il y a une petite blague parce que putain, je sais pas, le Godzilla il m'a chié dessus. Alors là, c'est pipi caca, hein, Godzilla. Hein. Le Godzilla, il ouvre la bouche. Oh putain, tu pues de la gueule. Enfin, c'est des vieilles blagues. Hein. Mais non, mais ça va encore. Mais ça va parce que. Mais il y a quand même ce truc aussi, mine de rien, hein, dans les scènes de les plus tendues, les scènes de tension. Typiquement vers la fin, là ça me revient plus ce qu'ils disent, mais je veux dire, t'as quand même, je sais plus, Madison Square Garden, vers la fin, t'as quand même, ils essaient de s'enfuir, et puis t'as une petite punchline, et puis une autre punchline, et une troisième punchline, tu vois. T'es là, abusez pas les gars, vous devez quand même fuir, tu vois. Vrai, parce que donc ils parlent beaucoup. Il y a ce truc de ce gros film-là, en se disant que c'est quand même le film familial. Et l'humour aide aussi à désamorcer les situations un peu stressantes. C'est ça. Le public plus jeune, parce que je pense que c'est un film interdit au moins de 10 ans, donc ça va encore, hein, c'est soft. Presque même tout public, je sais pas. Mais en plus, t'as plusieurs personnages, parce que on a dit, t'as le caméraman, qui sont assez marrants ou en couleur. T'as le sergent, qui est un gros débile. Alors là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. D'ailleurs, c'est l'acteur de Desperate Housewives. Mais il est vraiment enfin il a une tête, il est tout comme un débile. Sergent O'Neill, à vos ordres. Non mais c'est vrai, pourquoi ils l'ont fait comme ça, je sais pas, juste pour faire la blague, j'imagine. Donc là aussi, tu vois. Oui, ou l'Amérique ça va pas faire le café. Ah, les Américains, l'armée c'est un peu des cons. C'est pas de plafond. Le maire, tellement caricatural. Le maire il est véreux et vénal et tout. Mais voilà. Mais alors pourquoi, tu vois, enfin. D'autres diront que c'est hyper caricatural et c'est pas non plus des personnages très recherchés, tu vois. Mais pourtant, ça marche. Alors bon, voilà, encore une fois, il y a le truc aussi de nostalgie. Ce serait intéressant de voir si quelqu'un voit ça aujourd'hui, qu'il a jamais vu. Je sais pas à quel point il y croit, mais en tout cas, moi, j'ai eu la sensation que c'était bien placé, pas trop, tu vois, genre juste ce qu'il faut, tu vois. Alors oui, c'est fun, c'est déréalisé un peu, du coup ça dédramatise, mais c'est aussi le film qui est comme ça, tu vois. On va pas non plus se prendre. En fait, je préfère 1000 fois ça qu'un truc qui se prendrait trop au sérieux. Parce que s'il y a un truc, on est tous d'accord, les deux d'accord en tout cas, je pense, c'est sur le spectacle et les scènes d'action. Ah ouais, non, mais ça marche bien. Là, on a un truc quand même où putain, les scènes d'action. Et les CGI sont pas dégueux, si mal. Pour l'époque, franchement. Il y a des belles prouesses ça quand même, ne serait-ce Park, que quand tu filmes dans les rues, ces gens qui courent, qui fuient la bestiole, donc t'as des bonnes scènes de catastrophe. En contre-plongée comme ça, où tu incrustes cette foule-là, il faut rajouter les jambes qui te passent au-dessus, qui passent au-dessus de la caméra qui regarde, en fait, c'est vraiment des prises de vue à la reporter qui serait là en milieu de cette foule et puis qui regarde la créature passer. Il y a tout. Je trouve assez bien intégré. Il y a cette scène avec les hélicoptères la nuit, là, contre Godzilla qui se balade dans le labyrinthe d'immeubles et les hélicoptères qui essaient de le poursuivre, ils le perdent et tout. Je trouve qu'il y a des trucs, ça rend visuellement il y a des bons trucs, quoi. L'action elle est bien. Le mec il sait quand même faire quelques petites scènes d'action, quoi. À fond. Enfin de grands spectacles. C'est un peu comme on disait aussi pour la momie, et je pense que c'était un peu les codes de l'époque qui sont peut-être un peu changés aujourd'hui, mais c'est des set pieces. Ça veut dire que t'as des scènes qui marchent super bien parce qu'elles sont faites comme des scènes. Tu vas dire, ah oui, la scène où, comme tu dis, où il y a la poursuite des hélicoptères, où ils recherchent Godzilla, qui traverse des immeubles. En fait, il y a un peu le truc de... je sais pas comment dire, le degré d'incrédulité que tu vas mettre là-dedans, ça marche parce que
il arrive à te faire en sorte que tu te poses pas trop de questions, tu vois. Mais pourtant, s'il y a énormément de choses, d'ailleurs, c'est les défauts du film, quoi, le scénario et les personnages, et puis un truc que peut-être je reviendrai après dans les défauts, voilà, qui m'a plus gêné, mais sinon, t'as vraiment des scènes. T'as la scène du début que j'adore, qui pose bien le danger avec ce bateau pêcheur, cet énorme bateau pêcheur au milieu de la mer, de l'océan, et puis qui se retrouve, en fait. Ils savent pas à quoi ils font face, et puis en fait t'as Godzilla qui va, parce qu'il transporte du thon, il va essayer de péter le bateau pour bouffer ce qu'il y a dedans. T'as la scène que tu racontais avec le petit vieux qui est excellente. C'est quand même une super scène. D'ailleurs, je comprends qu'il l'ait mis en bonne annonce parce que elle est trop bien. Je sais pas, elle est iconique. Un gros poisson. Parce que c'est vrai qu'il y a ce schéma classique de Roland Emmerich qui avait déjà fait ça dans Independence Day, de manière très efficace, qui est la préparation à l'événement. Ça veut dire qu'on te met... C'est ça, exactement. On te distille des petites manifestations à travers le monde de quelque chose de perturbant. On sait pas ce que c'est. Ça fout en l'air un bateau de pêche, ça fout en l'air... je sais pas, des témoins, le petit vieux, là, le grand-père, là, dans les îles d'Hawaï et tout, là où Polynésie, où Jean Reno va aller le voir pour lui demander ce qu'il a vu. Donc ça, voilà, il y a des témoignages. Godzilla. Ah, t'as vu ? D'ailleurs, j'ai pas compris. Il doit allumer un briquet. J'ai jamais compris cette scène. Pourquoi du feu, ça lui fait. En fait, la scène, on suit Jean Reno avec ses hommes qui rentrent dans un hôpital à Tahiti. Et puis le mec, il lui dit voilà, il y a eu une attaque ou je sais pas quoi, il s'est passé un truc. Est-ce qu'il y a eu des survivants ? Oui, il n'y en a eu qu'un seul. Donc on va aller l'interviewer, voir ce qu'il a vu. Et là, il voit il y a un vieux dans un lit d'hôpital, complètement tétanisé, le regard dans le vide, avec les bras croisés. Et puis on sent qu'il est complètement ailleurs, tétanisé, je pense, par la peur. Et puis Jean Reno, faites-les sortir. Là, j'ai envie de lui parler seul à seul. Attends, moi j'ai le truc et tout. Alors je vais lui sortir le briquet. Puis le briquet, c'est peut-être un truc pour le calmer, la flamme. Moi, j'ai pensé tout de suite au gendarme à New York avec De Funès qui arrêtait pas d'halluciner en voyant sa fille. Et puis le psychologue lui dit tiens, prends cette allumette, regarde le feu, concentre-toi là-dessus et tous tes problèmes vont disparaître. Et moi, j'ai vu ça, j'ai dit oh putain, ils ont pris comme dans le gendarme à New York. C'est trop bien. Et du coup, il attise cette flamme devant le grand-père. Le grand-père, il est attiré par le truc. Il regarde Jean Reno. Puis Jean Reno, il est là, dis-moi ce que tu as vu. Et puis là, on a pensé aux fans. Hein. Godzilla. Vous avez vu un peu comme on est raccord avec le Japon, hein. Godzilla. On a pris ce qui est censé être le vrai nom, enfin le vrai terme japonais. Godzilla. Ouais. C'est vrai. Vous avez vu, hein, on est quand même. T'as vu Roland Emmerich ? Je suis pas un con, hein, je suis quand même allé sur Wikipédia à l'époque, hein, quand même pour voir comment. À l'époque, je comprenais pas parce que moi, je savais pas que on appelait Godzilla, donc je me disais. Alors, dans une scène, ils disent la meuf, donc la love interest du film, le personnage féminin, elle est là, il est con. Hein, c'est ça. En plus, on dit pas Godzilla, c'est Godzilla, mais je suis là, bah non. C'est Godzilla. Le film s'appelle Godzilla. Oui, il est con ce vieux. Pourquoi il a dit ça Oui, mais moi aussi, c'est pareil. C'est Godzilla le film, c'est pas possible. Je comprenais pas pourquoi il disait ça, tu vois. Et là, en plus, je l'ai regardé en français. Hein. Ah mais on dit Godzilla, pauvre connard. Ouais, exactement. On va en reparler. Alors après, des personnages au secours parce que voilà, on peut arriver sur les personnages, quoi. Mais juste pour finir avec l'aspect spectacle, donc il te fait mariner le truc. En fait, c'est un peu des sortes de prémices à la catastrophe. Ça monte. Independence Day, c'était pareil. Ah, il y a un vaisseau qui survole la Lune. Ah, il y a un satellite qui se fait happer par le vaisseau. Tu vois un bout de vaisseau, tu vois un bout de truc, tu vois un nuage qui arrive. Ah, il y a des trucs qui brouillent le radar. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, mais putain, mais il se passe un truc là. Et ça monte. Et ça, il arrive plutôt bien habilement à le faire. Franchement, clair. Ça monte jusqu'à ce que créature sort de l'eau. Et là, après ça devient le film catastrophe, les scènes d'action. C'est super efficace. Mais je trouve que sans ça, enfin, s'il y avait pas le prémisse et cet avant, enfin, ces premières scènes comme ça réussies, pour te donner l'eau à la bouche, pour te donner le. C'est ça. Et surtout pour te donner. Moi, je trouve que il y avait un sens. J'essaie de me souvenir un peu aussi de ce que je pouvais ressentir à l'époque, mais comme ça m'impressionnait, ça veut dire qu'il y avait le danger qui me. Tu vois, il était clair. Tu vois, en fait, ils arrivaient à me montrer qu'il y avait vraiment un danger parce que. Faut faire croire à tout ça en fait, tu sais. Ouais. Et ces scènes-là servent à te mettre dans l'ambiance. Et puis en plus, ça donne un côté réaliste au film parce que il y a un bateau qui se fait attaquer. Il y a un petit vieux. Tu sais, en fait, je sais pas comment dire. C'est pas tout de suite le gros truc, tu vois. C'est pas tout de suite on attaque New York. C'est vraiment des petites choses. Et puis ce petit vieux tout seul là avec sa canne à pêche. C'est ça qui est trop bien. C'est le contraste entre un tout petit truc pliant avec cette bière là. Et puis tu vois ses deux oreilles un peu là.
au loin à un moment donné parce qu'il croit qu'il a attrapé un gros poisson. Alors moi je connais pas la vie à ce point-là à New York, mais est-ce que les gens vont aller pêcher dans la baie de l'Hudson, je sais pas quoi là, pas la baie de l'Hudson, je sais pas, mais ça fait partie comme tout le film quoi. On s'en fout. Ouais, mais voilà, parce ça doit pas exister. Le truc il pleut une pluie battante et le mec il vient avec sa petite chemise parce clair. Que oui c'est pile le bon jour pour aller pêcher, tu vois. Mais génial. Il y avait un truc qui m'a fait marrer, c'est que Rafik Djoumi, lui, il appelle ça les préliminaires. Dans un podcast où il parlait de Roland Emmerich, il a toujours eu une analyse envers Roland Emmerich très sexuelle. Il disait que le mec, alors là, lui, ce qu'il veut faire, c'est l'amour au spectateur. Et il commence par les préliminaires. Les préliminaires, c'est quoi ? Eh ben, c'est cet avant qu'on dit, c'est cette petite scène. Et je trouvais que c'était bien résumé. C'est un petit peu les préliminaires qui te font... Tu vois, monter l'excitation, tu vois, t'es là, jusqu'à la jouissance. Mais voilà, il disait en gros. Il te donne ce que. En gros, Roland Emmerich, c'est ça, voilà. C'est clair, non, mais c'est vrai. Ouais, je sais pas s'il jouit, mais en tout cas, il te donne un truc du plaisir. Il t'a promis quelque chose, il arrive à faire la promesse, il arrive à faire la scène que t'attends, les scènes que t'attends. T'as pas de frustration, t'as pas de fausses promesses en fait. T'as pas de promesses non tenues quoi. Ça va jusqu'au bout et ça réussit. Voilà. Et c'est tenu dans le. Alors oui, c'est basique parce que je sais pas, moi c'est vrai que j'ai toujours ce truc un peu. Là c'est marrant parce qu'on revient sur les films des années 90, mais pourtant il y a assez. C'est vrai dans ceux qui sont ratés pour le coup ou de ceux que j'aime moins. Bah oui, c'est vrai que c'était très un peu à défaut d'un autre mot mais caricatural, tu vois. Il y a vraiment ce truc un peu je sais pas comment dire quoi, on voyait que c'était pour les besoins du scénario, pour les besoins du film, tu t'en foutais un peu du réalisme, contrairement à aujourd'hui où le réalisme est beaucoup plus présent, la durée est plus présente, les choses vont beaucoup plus vite. À l'époque, elle est beaucoup plus vite, tu passes d'une scène à l'autre très vite. Ce qui est vraiment cool aujourd'hui de voir ça parce que pour les vieux comme moi qui commencent à fatiguer le soir et en fait t'es content de voir qu'un film alors il dure quand même 2h15 mais en 2h15 il y a énormément de choses. Aujourd'hui un film comme ça il durait 3 heures. Mais je pense qu'il y a un truc qui s'est perdu. Moi je pense que c'est ça. Il y a une perte incroyable du savoir-faire du spectacle. On ne sait plus comment tourner et ça franchement je pourrais sortir. Est-ce que c'est pas une volonté de ne pas faire comme ça aussi ? Non, moi je pense que ça. Alors t'as raison, il y a peut-être un. Parce que justement il voulait ne pas faire comme ça parce que c'était un peu cliché on va dire, tu vois, un peu blockbuster bête et débile. Il y a peut-être ça. Alors il y en a c'est clairement c'est ça en se disant non on est au-dessus de ça, on va faire un truc un peu plus intelligent, tu vois, en snobant un petit peu ce genre. Ouais, l'exemple ce serait comment il s'appelle notre ami là ? Bah, les Français savent très bien faire ça. Non, mais le réalisateur de Dune. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, par exemple. Qui a ça. Enfin, alors lui, il fait même pas des blockbusters, mais c'est censé être des blockbusters. Étonnamment, lui, il arrive encore à poser des scènes un peu de grandeur, tu vois. Être chiante, mais. Non, mais moi, je le mettrais à l'opposé du spectre de Roland Emmerich, là, pour le coup. Ah oui. Tu vois, c'est pas un jouisseur justement, c'est pas un gars qui va te donner ce que t'as. Tu vois, non seulement il y a pas de serpent jouisseur. Non mais c'est vrai. Il y a pas de prémisse, il y a pas de scène que. Non, c'est le mec, il a encore. Tu peux te lâcher, tu vois. Il a encore abordé personne et il regarde comme ça en disant si seulement je pouvais. Après, bon. Non alors. Mais on pourrait. Moi je pensais presque à je sais pas Spider-Man, les derniers. Où, pour moi, c'est un des exemples flagrants de gens, prod, studio, réalisation, tous les aspects de perte totale de comment on fait une scène d'action. Et là, on peut rentrer dans, si on voulait vraiment rentrer dans l'aspect technique, c'est de plaçage caméra, rythme, point A vers point B, déplacement dans l'espace des personnages, déplacement dans l'espace, enfin tout le B à bas d'une scène d'action. Que quand tu voyais les films de McTiernan ou de Roland Emmerich, même, enfin ces deux-là. T'avais l'impression que tu disais c'est bon, c'est acquis, tu te poses même pas la question. Ouais, là, j'ai l'impression que ils savent pas faire, ou alors ils repoussent l'échéance. T'as l'impression qu'ils sont au bord du gouffre, ils sont là, je m'approche du gouffre, ça veut dire que je me rapproche de la scène d'action que les gens attendent, que putain, il faut que je fasse, et je sais pas la faire. Alors qu'est-ce que et du coup, j'utilise un tas d'artifices, des blagues, je pense que un côté méta. Des gadgets, des conversations infinies entre Peter Parker et sa combinaison ou Tony Stark. Donc plein de petits trucs de merde en fait pour justement ne pas arriver à et repousser au plus tard la scène d'action. Donc ce qui fait que t'as un film où tu te fais chier. Spider-Man de Sam Raimi, ça commence, ça y va. Hein.
Là, les trucs, quand je parle des derniers, c'est ceux avec Tom Holland. Tu crois pas que c'est l'influence de la série aussi qui fait ça ? Il y a peut-être l'influence de la série, mais je pense qu'il y a une perte du savoir-faire totale. Le savoir-faire que tu dis aussi, et l'efficacité, moi j'ai l'impression que c'est aussi une question de durée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai manque de savoir-faire. Parce que mais de passer d'une scène à l'autre rapidement, d'avoir un truc un peu bon, on a dit ce qu'on avait à dire, allez, next, et on passe à l'autre scène, parce que l'autre scène, elle va être bien, et puis du coup, tu te poses pas trop de questions, et tu avances. C'est à l'inverse de la série télé qui... et j'adore les séries télé, mais en termes de durée, du coup, ça rallonge tout. Ça doit expliquer des trucs de personnages, ça doit beaucoup plus expliquer, alors qu'avant, c'était beaucoup plus fluide. Non, parce que... Enfin, je sais pas, mais ce que tu essayes de dire, c'est qu'en fait, ils ont repris un principe de série télé d'aller à l'efficacité, où il faut être plus dans le discours que dans le spectacle. Parce qu'en gros... Non, c'est juste qu'avant, les gens, si maintenant, je pense que tu montres ça à un jeune, Godzilla par exemple, on dit, mais comme ça, j'imagine qu'il va dire que c'est nul, il y croit pas à ce qu'il se voit. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de développement, il n'y a pas assez de réalisme, tu vois. Maintenant, même dans les films... donc, tu as besoin de temps, tu vois. Non, parce qu'une série, ça développe. Bah, je pense que... Regarde Dune, mais même, j'en ai marre de citer toujours le même, mais justement, tu vois, un contre-exemple, c'est Pacific Rim, par exemple. Où là, il a la technique, et moi, je trouve que j'adore Pacific Rim, c'est mon ça se voit qu'il passe pas par quatre chemins. Oui, parce que lui, il sait quand même filmer l'action. Il a le sens scénographique, il a le sens du rythme, il a le sens de la composition, du découpage. Il a envie de faire des scènes, quoi. Oui, il a envie de faire des grandes scènes. Tu as mentionné un truc, c'est vrai qu'il a envie. Mais quand tu regardes le premier de Gareth Edwards, qui est franchement pas déshonorant et qui est même bien filmé, il est assez spectaculaire. Mais pourtant, il est... Oui et non, parce qu'il est un peu anti-spectaculaire aussi. Ouais, mais il a la dimensionnalité aiguë, ce que je trouve, avec Gareth Edwards. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir une gestion des espaces et des éléments dans l'espace, ça c'est hyper réussi, qui fait que ce soit dans Rogue One ou comme dans celui-là, que mais tu te dises putain, ouais, en fait le monstre il est gros, il est balèze. Quand t'as les parachutistes qui foncent vers Godzilla avec les fumigènes, et puis tu vois l'énorme mais regarde, il y a quoi comme musique? Il y a la musique de 2001 dans le trailer. Non, mais pour te dire, et moi j'adore Godzilla de Gareth Edwards, hein, mais pour te dire, la donne elle a déjà changé. J'étais presque déçu qu'il soit pas dans le film. Non, parce que... Mais c'est comme King Kong versus Godzilla. Il cite Apocalypse Now, tu vois. T'es là, mais attends. Vous êtes en train de faire King Kong versus Godzilla. Roland Emmerich, il va pas citer Apocalypse Now, tu vois. Il va pas se prendre pour je sais pas qui. Roland Emmerich, il va pas péter plus haut que son cul. Alors que il a regardé les pubs d'Action Man, et puis... Maintenant, le film de divertissement, le blockbuster, doit être, je pense, plus intelligent... Enfin, se veut en tout cas, ou aimerait être plus intelligent, plus apporter quelque chose de plus de profondeur dans les personnages, plus de sérieux en fait, que à l'époque ils avaient moins. Non, je pense que c'est plutôt c'est plus un souci encore plus pragmatique et matérialiste que ça, c'est de combler en fait 2 heures pour amener la personne à consommer après derrière. C'est encore plus vicieux que ça. Je trouve que c'est juste des... Je sais pas. En tout cas, pour ce qui est des Marvels ou des Star Wars... qui sont pour beaucoup Marvel, maintenant pour beaucoup des gens maintenant, en gros pour les gens maintenant, la quintessence du spectacle, c'est Marvel. T'as les Marvel d'un côté et t'as les John Wick de l'autre. En gros, les deux pendants de ce qui est censé être l'action culte, tu vois. Faut dire que John Wick, ils en sont aux 4. Ça marche énormément bien. Les gens sont fans. C'est devenu un personnage ultra culte maintenant pour les générations de maintenant. Nous on est là, mais il y a un truc, il y a John Wick, voilà, c'est que maintenant les gens à Halloween ils vont se déguiser en John Wick, ça tu peux être sûr. Donc ces nouvelles références, là encore une fois John Wick, tu peux comprendre qu'il y a pas mal d'action parce que ça a été fait par des cascadeurs, donc tu peux te dire qu'il y a un minimum quand même de savoir-faire. En plus John Wick c'est un peu à part parce que le premier et tout il est quand même il est cool, et puis il est pas dans les il cassait un peu, il y avait un truc de nouveau, tu vois. Oui, je trouve. Là où Godzilla, c'est pas... Voilà, ça veut pas la même chose. Ça ne cherche pas... Moi, je respecte beaucoup les... Ça n'empêche pas le Emmerich complètement con. Hein. Je pense qu'on ne vient pas assez dessus. Parce qu'on mais c'est... Oui, mais en train de se dire que niveau spectacle, c'est là, mais... tu vois, 2012, par exemple, dans mes souvenirs, je pense que j'aimerais beaucoup moins. Et c'est peut-être beaucoup plus débile, d'ailleurs. Je me rappelle plus, mais...
Mais je pense que, en fait, c'est complètement con. Il a perdu un truc en ce temps, Emmerich. Ouais. Il y a un truc, moi, ça m'a fait la même chose. Independence Day, t'as un peu ça. De toute façon, Independence Day et Godzilla, ça se ressemble, moi, j'ai l'impression. Ouais, mais il y avait une fougue. Enfin, pas une fougue, mais t'as l'impression que le mec, il était plus motivé. 2012, t'as plus l'impression d'avoir un dépressif, quoi. Moi, je l'ai beaucoup perdu, Roland Emmerich. Ouais. Et pourtant, c'est pas non plus un cador, mais après entre Stargate, de Stargate à Godzilla, et quand tu vois ce qu'il a fait 2012 et puis Independence Day, Résurgence, waouh! Là, putain, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a un truc qu'il a plus envie, ou alors il est complètement en décalage avec ce qui se fait maintenant. Enfin, c'est. Ouais, en tout cas, je respecte beaucoup je le connais pas, j'ai même jamais entendu en interview, mais je respecte beaucoup les réalisateurs qui vont pas essayer de faire autre chose que ce qu'ils essaient de faire, tu vois, ou ce qu'ils ont été payés pour faire, ou ce qu'on s'attend qu'ils fassent, tu vois. Il y a un truc un peu direct. Un petit film de néné au premier degré, ça fait plaisir aussi. Alors, soit des petits films. Bon, alors moi, j'adore les petits films d'horreur. Les films d'horreur, c'est ça, en fait. On va pas réinventer un genre à chaque film d'horreur, tu vois. T'as des codes, tu joues avec les codes. Plus ou moins bien, et de temps en temps il y a des Kubrick, il y a des voilà, mais à la base ça reste un film de genre comme un autre, qui ressemble à un autre, qui a le même filon que l'autre, mais après tu joues plus ou moins avec ces codes. Mais en même temps, quand tu arrives à réaliser un film quand même qui fonctionne en termes de spectacle, puisque tu fais Godzilla, eh ben voilà, bingo quoi. En fait t'as juste réussi ce que les gens attendent que tu réussisses. Promesse tenue, parce qu'il se dit je vais vous lâcher un monstre à New York, et bah il exploite je trouve bien New York. Et puis en plus les CGI, je trouve que déjà non seulement ils sont bien, et j'ai vu maintenant que j'ai un peu plus l'œil que par rapport à l'époque, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'interaction entre Godzilla qui est en image de synthèse et pardon, t'es un truc tout con, mais quand il passe t'as la queue qui fout en l'air les vitres. Oui. Tu sais, donc il y a une interaction avec les objets dans la scène du Madison Square Garden qu'on peut parler parce que elle est cool. Les petits dinos, ils touchent des poubelles. Tu sais, il y a un truc où ils virent des poubelles. Tu vois, il y a un truc où ça interagit avec le décor. Pour le coup, là, je trouve que ça a un peu plus vieilli. Les scènes, parce que oui, dans le film, il fait le film passe du gros destruction massive à après plus intimiste, où en gros l'équipe est censée aller chercher où est-ce que Godzilla a pendu ses œufs, et puis il se retrouve coursé à Madison Square Garden par une centaine des mini-raptors, de bébés. Ouais, voilà. C'est de l'influence de Jurassic Park encore une fois. Complètement, mais en moins bien. Ah, moi j'aime bien. C'est vrai, t'as vu. Là, t'aimes pas les deuxièmes parties de film alors? Ouais, sûrement. C'est vrai comme alors moi j'aime bien les. Non mais enfin, je sais pas si voilà mais. Et pourtant, oui, tu pourrais te dire c'est génial parce que ça varie, tu vois. T'as eu de la destruction massive en extérieur pendant tout un pan du film. Là, on te fait un petit truc course poursuite intérieure, tout ça à l'intérieur. Non mais c'est entre Alien et Jurassic Park. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a toute la scène où il marche, il y a les œufs partout. Ça m'a rappelé Alien. Comme par hasard, ils vont éclore au moment où ils sont juste à côté. Et puis ils vont se faire pourchasser par une armée de petits Godzilla. Et puis le clin d'œil à T2 là où il doit faire le code. Ah putain, normalement ça va s'ouvrir, machin. Et puis l'autre, il défonce le digicode. Jean Reno défonce le digicode avec son flingue. C'est un peu puis, mais là aussi, tu vois, t'as des scènes complètement cons. Je veux dire, il est entouré de mini Godzilla, il appelle l'ascenseur qui vient pas, donc ils sont à 2 doigts d'être tout près, enfin ils commencent à se rapprocher et tout, et puis en gros la porte s'ouvre, le mini Godzilla passe sa tête, il arrive à le virer, il monte au premier étage, les portes s'ouvrent, il y a une petite musique d'ascenseur avec des mini Godzilla qui jouent, qui jouent pas mais qui essaient de se débattre avec du popcorn et des ballons de basket. Oui, quand il bouffe le et puis le gars il dit mauvais étage, et puis il referme les portes et puis il remonte, toi. C'est ce genre-là quoi aussi, Godzilla. Mais bon. Et scénario ultra con parce alors que voilà, après il y a des problèmes comme du scénario quoi. Tu demandais qu'est-ce que Jean Reno fout là-dedans, mais en fait même lui je pense qu'il sait pas, parce qu'en fait ce qui est assez incroyable c'est que t'as Matthew Broderick et les Américains qui sont à New York pour essayer de trouver la créature, et pendant tout le film t'as Jean Reno et sa bande d'espions qui ne font que les écouter. Et puis alors il y a Jean-Philippe, Jean-Marc, Michel, Richard. C'est vraiment, alors tout le monde s'appelle comme ça quoi. Croissant baguette. C'est limite ils avaient le pull rayé puis le béret. Hein. Ah ouais, non mais on est vraiment à ce niveau-là. Et du coup, cette équipe d'agents secrets ne font absolument rien. C'est-à-dire que Matthew Broderick et l'armée américaine
sont grosso modo en train de pister la créature pour savoir comment l'arrêter. Et t'as systématiquement des plans où ils sont sur écoute ou sur caméra, observés par Jean Reno dans une chambre d'hôtel, dans un van et tout. Et tu dis, mais les mecs, vous les écoutez, vous payez du café, mais vous faites rien. En fait, toute votre vie s'est passée à les écouter. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est clair. Et au bout d'un moment, le scénario est en train de se dire, ah putain, en fait, Jean Reno et sa team, oui, pourquoi on les a mis là ? Faut peut-être les utiliser. Bon bah du coup, on va les envoyer chasser le nid. Là où l'armée américaine préfère se dire non mais nous on se concentre sur la bestiole. Et puis là comme c'est des mercenaires militaires et tout, ça fait un peu alien quoi. Ouais là, et puis la bande clandestine là, justement parce que Matthew Broderick a été viré par ces gars de l'armée et a été un petit peu kidnappé entre guillemets par Jean Reno en disant écoute nous t'as essayé d'alerter les gens là sur le nid, nous on te croit mais on va s'en occuper. Et tu te dis, ah bah putain, vous passez enfin à l'action parce que... Ah ouais, non mais c'est clair. Il essaie de te vendre que, en gros... Faut pas trop se poser de questions pour ça. Non, parce qu'attends, parce que Jean Reno essaie en gros de te vendre sa présence et la justifier. Pourquoi on est là ? Parce que la bestiole, le Godzilla, c'est peut-être notre faute, parce que c'est peut-être une créature issue des essais nucléaires français en Polynésie. Oui. Donc, putain, on est un peu responsable, il faut qu'on essaie de réparer les dégâts, sauf qu'ils ne font rien. Alors que t'aurais pu suivre un film entièrement sur Jean Reno à essayer de pister la créature. Non, Oui, puis il a un espèce de rôle à la... ça m'a rappelé un peu dans JFK, à la Donald Sutherland, tu sais, un peu agent dans l'ombre. Monsieur X, voilà, Monsieur X et tout. Mais c'est Jean Reno, quoi, donc c'est pas possible. T'y crois pas, et puis c'est nul, et il est débile, et il tire de ses têtes, pas possible, il joue pas. Il est tout le temps en train de dire un truc pour se foutre des Américains. C'est rigolo, mais c'est un des problèmes du film, je pense. Il est juste là pour montrer que, vous avez vu, on s'entend bien avec les Français. Après, moi, j'ai dans les trucs qui me... Alors, je m'en fous un peu dans le film, parce qu'en fait, je prends du plaisir, donc je me pose pas plus de questions que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment, moi, j'ai trouvé nul. C'est le fait qu'en fait, plein de fois, ils perdent Godzilla... parce que du coup ils creusent des espèces de tunnels sous les égouts, sous Manhattan, tu vois. Et là t'es là, non mais c'est nimp, la manière qu'il ressort, enfin t'y crois pas du tout, il peut pas creuser comme ça dans moi, toi ça t'a pas gêné? Non, okay. Parce que c'est censé être un lézard dérivé d'un iguane. Oui, mais tu le vois jamais, même au début, même à la fin, je veux dire, pardon, quand ils croient qu'il est mort parce qu'il lui balance des missiles, il est dans l'eau et il se dirige vers Manhattan. Il rentre dans l'île de Manhattan, par en dessous, mais il creuse 2 secondes, il passe sa tête et puis il rentre dedans. Tu vois, enfin, il y a vraiment un truc. Je trouve que là, tu te dis bon bah comment il fait ça, quoi, parce que c'est pas uniquement de la terre, c'est pas si facile. Et puis lui, il saute comme un dauphin presque dans les tunnels, tu vois. Ouais, bon après, non, ça m'a moins gêné parce que je me suis dit que ils ont voulu tenter la démarche zoologiste et tu vois, en se disant que voilà. Mais c'est un lézard, ça. Oui, c'est un iguane, c'est un varan, mais ça à la base creuse, c'est un varan qu'on voit au début. Non, mais ouais, non, ça creuse pas, tu vois, ça reste sur terre. Non, mais les iguanes ça creuse. Non, mais ça va pas sous terre. Même dans une île où il y a que de la terre, ça va pas sous terre. Alors tu vas pas me dire que ça va sous Manhattan, tu vois. Bah si, moi je pense que tout lézard, quel qu'il soit, creuse à un moment donné pour pondre ses œufs. Je pense que les œufs, ils les laissent pas à l'air libre comme ça. À un moment qu'ils aient trouvé une grotte, mais ça m'étonnerait pas qu'ils creusent. Non, mais les œufs, c'est une bonne idée à Madison Square Garden d'ailleurs. Parce que ça, en plus, ça a une forme de. Ça pourrait avoir une forme de nid. Roderick a dit que c'était un fouisseur. Oui, mais. Ouais. Les fouisseurs, ils ont justement, creusent. Moi, j'avais de la peine à croire ça. La manière qu'il ressort et tout, t'es vraiment en mode dauphin, quoi. Putain. Et puis la fin qui est. Avec tu sais, quand ils chassent du coup, Godzilla, il court après le taxi, quoi. Il y a une scène de course-poursuite. Oui, parce qu'ils ont réussi à envoyer un signal pour détruire Madison Square Garden et les œufs. Et du coup, t'as des F-14, je sais pas quoi, qui lancent des missiles sur Madison Square Garden. Boum! Plus de Madison Square Garden, mais du coup, putain, vous avez détruit mes œufs! Mon Dieu, je me suis fait chier. Et elle ressort. Elle ressort, donc du coup, c'est vous 4 là? Ouais, c'est nimp, c'est forcément vous 4. Une espèce d'interaction humaine. Ça aurait pu être des gens qui sont là par hasard parce qu'ils habitent le quartier, mais non alors. Non, et puis même c'est un animal, le truc c'est un lézard, donc faut arrêter, quoi. Là il y a vraiment un truc de. C'est comme un raptor, il est doté d'une intelligence.
c'est trop là, c'est beaucoup trop. Et puis en plus, alors, je te dis pas, la scène, elle est rigolote, hein, mais d'une manière du scénario, elle dure je sais pas combien de temps, alors que t'es là, mais attends, en 2 secondes, il le chope. Hein, Là, on est sur du Cameron. Hein. T2, c'est pareil, hein, ça enchaîne scène sur scène sur scène. Tu disais, putain, non, mais T2, c'est pas un lézard. Non, mais je te parle pas de temps. Dans Terminator 2, de la scène d'action qui vient après la scène où tu pensais que c'était fini. Oui, ah non, mais ça c'est cool. Là, c'est du pur. Bah là, Terminator, c'est ça aussi. Ouais, c'est clair, le deuxième climax. T'as eu le gros truc avec contre les flics, course-poursuite d'hélicoptère. Non, on va quand même encore finir avec la scène de l'usine. Non, ça j'aime bien. Et là, Godzilla, bah, c'est pareil, quoi. C'est, tu vois, on a affronté Godzilla, on a affronté ses petits, on a tout fait péter. Non, attends, allez. Petite sucrerie, on va finir par l'ultime. Non, c'est vrai, mais c'est juste que je trouve que c'est. Mais contre eux, forcément. Park. Ça, c'est. Et c'est juste. Ouais, c'est juste parce qu'en fait il voulait finir la fin où il y a je spoil un peu, mais en gros voilà, il va finir plus ou moins sur un pont, et du coup la scène elle est cool, la manière qu'il meurt, on va dire, Godzilla, mais le Brooklyn Bridge quand même, voilà, le pont de Manhattan, non mais en plus c'est de nouveau aussi une mise en valeur de New York, moi je kiffe, mais la manière, voilà, qu'il les poursuit pendant je sais pas combien, 10 minutes en taxi, t'es là, attends. On parle d'un taxi qui va peut-être à 80, 100 km/h entre les rues dévastées, donc il peut pas rouler très vite. Puis t'as un Godzilla qui fait en 2 pas, il y est, tu vois. Enfin, je veux dire, il détruit. Enfin, voilà, la scène dure trop longtemps par rapport à ce qu'il pourrait faire. C'est Jean Reno qui est au volant, donc c'est dur de le choper. Hein. Mais bon, voilà quoi. Autre pour finir, gros point noir de ce film aussi. Les personnages, les personnages féminins, je suis désolé, malheureusement, là, c'est encore une fois bêtise de clichés de personnages bêtes. Oh, bah, c'est un personnage con, inintéressant. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Ah ouais? Moi, je trouvais qu'elle avait. Je trouvais qu'elle avait. Puisqu'en fait, ouais, je sais pas. Ou alors c'est parce que ça me fausse l'idée que l'idée que j'avais d'elle à l'époque, mais. Cruche insupportable, mais au secours. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle se rattrape et en fait, elle est montrée comme une cruche, tu vois. Enfin, elle est dans son personnage. Tout le monde la prend pour une cruche. Donc en fait, c'est justifié, tu vois. Il y a un truc un peu. Ouais, mais après ils te vendent qu'elle a réussi finalement à se racheter, à faire son reportage à la fin, finalement, pour essayer de montrer qu'elle peut réussir. Mais moi, je la trouve toujours aussi cruche du début à la fin. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Alors, c'est vraiment. Ah ouais. Elle t'a dérangé? Non, moi, elle m'a pas dérangé tant que ça. Mais et puis après, non, le gars là, je sais plus qui c'est. Je sais plus si je suis dans Marie à tout prix, mais c'est lui ou pas? Je me rappelle plus. Non, c'est pas lui. C'est le mec à poil dans. Une espèce de Matt Dillon. Eh voilà, je suis à poil. Il a incarné je sais plus, c'est dans Polly et moi. C'est Ben Stiller qui vient de se marier, et puis ils vont en lune de miel, et puis il tombe sur un gars qui leur fait faire de la plongée, et c'est lui, puis il a walpé et tout, et puis après sa femme elle couche avec ce mec, et puis alors comment ça va, Ruben? Ruben, comment ça va? Et lui, c'est lui le caméraman. Oui, c'est aussi le mec dans Hit, quoi. C'est le mec à Vegas qui se fait la nana de Val Kilmer. Ah ouais, dans Hit, c'est lui. Ouais, ok. Et non, mais lui encore ça va. Mais c'est vrai que voilà. Et puis bon, Matthew Broderick, moi je l'adore dans Inspector Gadget. Son meilleur film. Hein. Ouais. Mais je sais pas, j'ai tellement. En fait, c'est tellement la nostalgie qui parle que je trouve que. Mais je pense qu'il y a un gros côté de nostalgie. Voilà, je pense qu'il est pas crédible. D'ailleurs, il a une très mauvaise note. Hein, le film, je m'amuse à noter les films, donc je vois sur Sens Critique ou IMDb. C'est vrai, il a été mais il a 5,4. Alors que des films moyens en général c'est autour de 6-5, toi. Ouais, parce que c'est tous les films qu'on essaie d'oublier maintenant, hein, de cette époque sur Amérique con, hein, c'est malheureusement ça c'est clair. Vrai. C'est clair, c'est le genre de film qui se fait défoncer direct. C'est pour ça que c'est bien de préciser que voilà notre vision est bridé, enfin est influencé par le fait que c'est la nostalgie qui parle aussi beaucoup. Ah, mais ça reste un plaisir coupable et déviant que j'assume complètement, en tout cas, parce que c'est dernier point positif. Alors moi, grand positif qui sauve aussi un peu le film, la musique de David Arnold, juste non, c'est bien ça. Ultra, ça fait du bien ultra avec des symphonique thèmes qui envoie comme ce qu'il avait fait avec Independence Day et comme ce qu'il avait fait avec Stargate. C'est juste la musique. C'est vrai, ça donne l'ampleur qu'il faut. Après, il y a une petite anecdote qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, il dit, je crois au milieu du film, il dit il y a le présentateur de la chaîne télé qui a dit on n'a pas vu ça depuis les attentats des World Trade Center. Ah ouais. T'as entendu ça? Ouais. Et j'étais là, mais attends.
Comment c'est possible en 98? Du coup, j'ai regardé. En fait, il y avait un autre attentat en 93. Ouais, dans le parking, il y avait une bombe, avec un van qui a explosé, il y avait une bombe. Et voilà, je trouvais l'anecdote marrante parce que pendant tout le film, au début, avant ça, j'arrêtais pas de penser au 11 septembre en fait, parce que voilà, c'est le chaos à New York et là t'as les tours, on les voit bien. Donc il y a quand même le côté triomphant américain et tout. Et je pensais à ça. Et du coup, c'était rigolo d'avoir cette petite phrase. Et qui maintenant, aujourd'hui, quand tu le regardes aujourd'hui, t'as un bug, tu vois. Ouais, c'est là, clair, mais comment c'est possible qu'ils disent ça, tu vois. Ouais, je sais plus, il y avait un autre film aussi où ça parlait de ces attentats-là. Cloverfield, après. Cloverfield, non, mais un autre de cette époque aussi, un petit peu. Je vais retrouver le film. Mais en tout cas, ça fait partie de ces films à l'époque qui m'ont donné envie d'aller à New York. Parmi les quelques films entre Die Hard et puis Une journée en enfer et puis Ghostbusters et ça, et Godzilla, c'est vrai que la façon dont est représenté New York, je me dis putain, j'ai envie d'aller à New York. Mais à 1000%, moi je suis. Ouais. Et c'est pas parce que j'y reviens, mais c'est vrai que non, mais c'est à fond. Ça fait partie de ces films où je trouve que c'est la toile de fond, mais c'est un personnage. Il y a de la vie dans les rues, il y a le truc, il y a plusieurs cafés, il y a non, c'est vraiment très vivant. Ouais, carrément. Donc c'était Godzilla, Roland Emmerich. Si vous l'avez pas vu, franchement, matez-le. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix ou peut-être Prime aussi. Il était à un moment donné sur Prime. Donc faites-vous votre propre avis et puis de dire si vous préférez celui-là. Ou alors les films japonais, ou alors les derniers qui ont été faits pour ce Godzilla Kong Universe. Là, on n'a pas reparlé parce qu'il y avait un. Alors, après, il y a eu Shin Godzilla qui est vachement bien. C'est les Japonais qui ont repris un peu le contrôle de Shin Godzilla, de leur Godzilla. Il y a eu Mecha Godzilla aussi, un Godzilla robotique. Il y a pas eu un truc comme alors ça c'était par le passé, mais là dans les grands films, on va dire, pas dans les petites séries B et tout. Il y a eu et puis récemment là, j'ai vu qu'ils avaient annoncé une série. Je crois que c'est une série par Apple TV qui s'appelle Monarch. Sur justement avec oui, ça j'ai vu ça aussi avec notre ami Kurt Russell d'ailleurs. Trop bien. Monarch qui traite justement de Godzilla aussi, c'est sur Godzilla. Donc voilà, moi je suis ça. C'est vrai que je suis un grand fan de Godzilla, donc je suis ça avec impatience. Peut-être un épisode un peu Godzilla où on passera en revue aussi les autres films, parce que c'est vrai que c'est un gros univers, c'est un personnage mythique du cinéma qui mériterait peut-être d'avoir son podcast. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Après si vous l'avez après podcast. une heure à parler d'Emmerich et de Godzilla quand même. Oui, ça méritait largement pour parler de ce chef-d'œuvre. On pourrait faire un Roland Emmerich aussi, mais non, c'est plus rigolo de faire film par film. Film par film, parce que voilà, il y a peut-être Independence Day, moi. Ça fait vraiment partie des films que j'ai maté plein de fois aussi à l'époque. Ah, mais ça, on en parlera aussi, des trucs catastrophes. En tout cas, on vous dit à tout bientôt. Je rappelle effectivement que les épisodes de podcast de Lagrange, vous pouvez les réécouter sur toutes les plateformes, évidemment. On est sur Facebook, on est un peu sur Twitter, on est un peu partout. On est aussi sur YouTube, si vous voulez les suivre sur YouTube. Prochain épisode rétrospective, on sait pas encore, mais on hésite peut-être. Pourquoi pas Independence Day? Moi, j'avais pensé à Anaconda aussi, qu'on pouvait... dans le genre, ça fait partie aussi des films. En tant que fan de Jennifer Lopez, Men in Black. Men in Black, il y en a plein, mais n'hésitez pas aussi à écrire, mettez des commentaires sur YouTube, dites, ou même sur Twitter, X, ce que vous voulez comme film qu'on aborde. Et puis tu voulais peut-être bien donner une note, tu voulais aller en finir peut-être avec une petite note sur Godzilla. Alors moi je vais être scandaleux, mais j'ai donné un 8. 8 Waouh. Parce que je le revois facilement en fait. Moi je donnerais un 6. C'est vrai, comme tu disais, que toi ça t'a laissé un bon souvenir encore, et puis en le remettant maintenant, t'es toujours dans le truc. D'habitude, moi aussi, ça fait le coup. Je sais pas pourquoi, Godzilla, c'était un peu mitigé avec les dernières visions, je sais pas, mais ça reste un plaisir. Ça reste quand même un plaisir coupable. En tout cas, voilà, bon, ça reste une note, votre propre avis compte plus qu'autre, donc n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Voilà, merci Manu. Salut grand-père. Salut grand-père. Et vivement Jean Reno dans un autre film de catastrophe, ça me manque.